Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans un sondage récent d'un institut reconnu par l'État, il s'avère que parmi 4 propositions de sujets, vous avez choisi le rythme, comment rythmer sa partie de jeu de rôle. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors comme tout bon sujet de jeu de rôle, on pourrait en parler pendant des heures, donc je vais essayer de focaliser un peu ce que j'ai envie de raconter. Et donc, dans un premier temps, je vais essayer de définir ce que je vais considérer comme étant la définition du rythme dans le cadre de cette vidéo que moi je vous propose. Ensuite, on prendra quelques exemples de situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver dans une partie de jeu de rôle, et de comment les gérer selon moi, évidemment. Et à la fin, une petite théorie perso. Alors souvent, la problématique qu'on pose, la raison pour laquelle on se pose des questions sur le rythme d'une partie, c'est savoir quel est le bon rythme pour que les joueurs ne s'ennuient pas. Et déjà ça, je trouve que ça pose un dilemme intéressant, parce que qu'est-ce qui fait que les joueurs s'ennuient? Est-ce que c'est le fait que l'histoire n'avance pas assez vite? Ou est-ce que c'est le fait qu'il n'ait pas assez d'input dans l'histoire? Est-ce que c'est le fait qu'ils aient pas assez souvent l'occasion de participer dans la partie, que leur personnage soit mis en retrait ou qu'ils aient pas grand chose à faire? Et tout ça, ça a tendance à se mixer et à rendre les choses plus confuses, si vous voulez mon avis. C'est pas parce que l'histoire avance très très vite que les joueurs vont avoir l'impression que c'était cool. Peut-être qu'ils se seront ennuyés quand même. Donc déjà, connecter le rythme, un mauvais rythme, au fait que vos joueurs s'ennuient, je sais pas si c'est si pertinent que ça, et pourtant c'est un truc qu'on met souvent en avant. Moi je définirais un peu deux rythmes dans ce cas-là. Il y a la fréquence à laquelle vos joueurs vont pouvoir intervenir, ça c'est le rythme à l'échelle individuelle. À quelle fréquence, moi qui suis un participant, je peux intervenir durant la partie. Je dirais que fréquence, rythme, vous voyez, ça va un petit peu ensemble. Mais ce sur quoi on va vraiment se concentrer dans cette vidéo, c'est surtout le rythme auquel avance l'histoire, en l'occurrence. Dans une partie de jeu de rôle, on est dans une conversation, donc a priori, chacun notre tour, on va pouvoir dire quelque chose qui va faire avancer l'histoire. Le schéma le plus classique, c'est le MJ expose une situation et puis pose la question à un joueur ou à l'ensemble du groupe, que fais-tu ou que faites-vous? Ce joueur dit ce que fait son personnage, on jette un dé ou pas, pour voir les conséquences de son action, et puis le MJ, il décrit la suite les conséquences de cette action. Et donc je dirais que déjà, une manière avec laquelle on peut influer sur le rythme, c'est à changer le ping-pong. Comment fonctionne le ping-pong de la parole? C'est une des variables que vous contrôlez en tant que MJ. Est-ce que à tel moment, il vaut mieux exposer des informations, puis lancer la balle aux joueurs et qu'ils se la passent entre eux jusqu'à la récupérer à un moment donné? À quel moment vous allez la récupérer? Et à quel moment allez-vous reprendre la balle et vous remettre à parler? Est-ce que dans certaines scènes, il est plus pertinent de lancer la balle à un joueur qui vous la renvoie, puis vous la lancez à un autre joueur, puis vous la renvoie, puis vous la lancez à un autre joueur, et puis vous la renvoie? Ça, c'est un facteur qui va changer pas mal de choses durant la partie, et qui va dépendre des scènes et de l'effet que vous voulez avoir durant ces scènes. Donc on parle pas ici vraiment de parler plus lentement ou de parler plus vite, vous voyez dans des descriptions, etc. Ça pourrait être le rythme d'une description, mais ça on va l'exclure, parce qu'il y a tellement de trucs. Donc il y a ce ping-pong, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est celui qui a la balle à chaque instant qui décide du rythme. Parce qu'on pourrait croire que c'est le MJ qui contrôle le rythme, mais non. Le MJ, il contrôle le rythme quand il a la balle, quand c'est à lui de parler. Alors a priori, le MJ il décide quand il reprend la balle, parce qu'en général, il a un peu une autorité là-dessus, et il a plus d'autorité pour faire avancer l'histoire. Mais c'est vos joueurs qui ont en partie aussi le contrôle du rythme. Ça, il faut bien s'en rendre compte. On y reviendra après. Ensuite, comment savoir si le rythme de votre partie actuellement, il va vite ou est-ce qu'il est lent? Je dirais qu'on pourrait voir ça par rapport aux enjeux ou aux questions, aux problématiques qui sont posées en ce moment. L'histoire, grosso modo, elle va se construire parce que les personnages vont se retrouver face à des problématiques, à des enjeux. Et ce qui va déterminer à quel point l'histoire avance, c'est le temps qu'ils vont mettre à répondre à chacune de ces questions, à résoudre chacun de ces enjeux. Donc en général, ça va dépendre du nombre d'obstacles que vous mettez sur leur route, du nombre d'informations que vous leur donnez, du nombre de scènes que vous leur faites jouer avant qu'on arrive à la résolution d'un enjeu. Et on a des enjeux sur le temps court, sur le moyen terme et sur le temps long. Prenons un exemple, le Seigneur des Anneaux. On pourrait dire que l'enjeu du Seigneur des Anneaux, si on simplifie, c'est est-ce que Frodon il va réussir à mettre l'anneau dans la montagne du destin, d'accord? S'il n'y avait que cet enjeu, on pourrait dire que le rythme est hyper lent, parce qu'il faut 3 films de 3 heures pour arriver au moment où on va savoir si oui ou non il va réussir à lancer l'anneau dans les flammes de la montagne du destin, vous voyez ce que je veux dire? Heureusement, il y a d'autres enjeux entre-temps. Il va y avoir des batailles à remporter. Est-ce qu'on va passer par telle route ou telle route? Est-ce que tel personnage va survivre? Est-ce que Aragorn va redevenir le roi? Est-ce que Gandalf va réussir à s'échapper de la tour de Saruman en Isengard? Est-ce que les Ents vont venir finalement au gouffre de Helm pour sauver les cavaliers du roi? Ça, ce sont des enjeux qu'on pourrait dire qu'ils vont être résolus à moyen terme, proportionnellement à la durée des films du Seigneur des Anneaux. Parce qu'en général, la question va être posée pendant le film, et on va avoir la réponse durant ce même film. Puis ensuite, on a des enjeux à plus court terme.
Genre par exemple, est-ce que Bilbo, lorsqu'il quitte sa maison dans la communauté de l'anneau, il va laisser l'anneau à Gandalf, ou plutôt à Frodon en l'occurrence, ou est-ce qu'il va partir avec? La question se pose au début d'une scène, et au bout de 3 minutes de scène, la question est résolue. Et donc pour bien maîtriser le rythme, en plus de comment est-ce qu'on passe la parole, vous me voyez venir, il va falloir maîtriser combien d'enjeux on veut mettre à chaque fois, et à quelle vitesse on va résoudre ces enjeux, et c'est comme ça qu'on va voir si on arrive à avancer vite dans l'histoire et si on a une impression d'accomplissement. Parce que si on ramène le rythme à est-ce que l'histoire avance, a posteriori, après votre partie, vous allez savoir si l'histoire a avancé ou non en vous posant la question, qu'est-ce qui a changé en fait? Quelles questions ont trouvé des réponses pendant cette séance? Quelle scène on a joué? Et assez basiquement, on va regarder ça de manière un petit peu quantitative. Et puis il y a peut-être des gens qui, à la fin d'une session, vont vous dire finalement, on a passé 3 heures dans l'auberge et il s'est rien passé. Après une session qui peut-être avait un rythme un petit peu foireux. Ou alors au contraire, si vous avez eu un rythme assez élevé, peut-être que vos joueurs vont dire ah ouais, on est allé dans le village des barbares, on a réussi à les convaincre à nous accompagner jusqu'à la ruine qu'on devait fouiller, et là il y a eu une trahison, et là il y a eu un machin, et là il y a eu un truc, et ils vont commencer à vous énumérer tous les trucs qui se sont passés en un assez court laps de temps, et c'est plutôt un indice que le rythme est élevé. Donc pour finir sur cette définition, vous me direz si vous avez réussi à suivre, on pourrait dire que pour savoir si le rythme est lent ou rapide, on va faire un rapport entre le nombre de questions qui ont trouvé des réponses durant la séance et la durée de la séance, d'une certaine manière. C'est comme ça que je le définirais. Avant de passer à quelques exemples de situations et quelques outils, je rappelle une seconde fois que ce n'est pas en soi un critère de qualité. Si on reprend l'exemple de la partie qui s'est passée dans l'auberge et on a passé 3 heures dans une auberge, il y a peut-être des gens qui vont vous dire que cette séance, elle était trop bien. Alors que ceux qui étaient intéressés par l'avancée de l'histoire réellement et des enjeux plus forts, eux viendront vous dire qu'ils ont trouvé ça naze. Alors que les autres, ils vont se souvenir de la bagarre, de la partie de poker, des tentatives de séduction, des concours de beuverie et de tous ces trucs-là dans l'auberge, qui sont finalement des petits enjeux. Des petits enjeux, on a répondu à des questions genre qui va gagner ce concours de boissons, qui va gagner cette bagarre. Peut-être que eux, ils vont se dire ouais, il s'est passé plein de trucs cool, alors que quelqu'un d'autre à côté, il va se dire qu'il s'est rien passé parce que lui, il pensait plus à peut-être des enjeux sur le temps long ou des enjeux plus dramatiques qualitativement, on va dire, qui ont un impact plus fort, qui ont un impact plus sur la narration, sur l'évolution de leur personnage, etc. Et je vais prendre maintenant plusieurs situations, à savoir l'exploration, le combat et les prises de décision. Alors dans une scène d'exploration, grosso modo, il va s'agir pour les personnages d'arriver dans un lieu, dans une situation, et d'essayer d'obtenir des informations. Pour moi, c'est ça, en fait, l'exploration, c'est le fait de chercher des informations. Je pense que pour qu'une scène d'exploration se passe bien, vous allez agir de manière très très classique. Et essayer de combiner, comme on disait, la répartition de la parole et le fait qu'il y ait des micro-enjeux qui soient résolus assez rapidement, pour qu'on ait l'impression que l'histoire avance en permanence pendant la scène d'exploration. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez décrire ce que voient les PJ de prime abord. Admettons, ils s'approchent d'un village en ruine qui a été incendié, pillé, et ils cherchent des informations dans ce village. Vous allez leur décrire ce village au loin, et puis vous allez leur demander que faites-vous. Il y en a un ou deux qui vont finir par prendre la parole, qui ont peut-être un peu de leadership à ce moment-là dans le groupe, etc. Et qui vont dire il faudrait qu'on fasse ça, ou qu'on fasse ceci, cela, ou alors qui vont tout simplement dire moi je fais ceci, moi je fais cela. Vous sondez un petit peu la situation, vous regardez ce que chacun veut faire. Qu'admettons, on a 3 personnages, il y en a un il dit moi je veux aller fouiller une maison, il y en a un il fait je veux aller voir ce qu'il y a dans le puits, et il y en a un il fait je veux aller voir ce qu'il y a sur le petit monticule où il y a des corbeaux qui se sont posés là. J'ai du pif, ça me semble être un indice intéressant. Une fois que vous savez ce que tout le monde veut faire, commencez un tour de table assez classique, en commençant par exemple par la personne à votre gauche. Elle vous a dit qu'elle voulait aller voir le puits. Vous lui dites, tu t'approches du puits et tu vois ça. Vous lui donnez les conséquences de son action et puis vous lui demandez, qu'est-ce que tu fais? Si c'est pas encore ce qu'il veut faire, s'il n'a pas la réponse, vous passez au suivant. S'il vous donne une réponse directe, il peut faire tout de suite une deuxième action, vous lui redonnez sa conséquence et ensuite vous passez au suivant. Et vous allez reproduire ce cycle en boucle. C'est-à-dire que vous allez aller de gauche à droite, demander ce que la personne veut faire. Elle vous dit ce qu'elle fait, vous lui dites ce qui se passe. Si elle sait pas tout de suite ce qu'elle veut faire, vous dites c'est pas grave, je reviens vers toi après, et vous passez au suivant. Rien de bien compliqué. Je pense que tout le monde fait ça. Et puis évidemment, c'est pas impossible que de temps en temps il y ait quelqu'un qui essaye d'interrompre, etc. et que ça casse un peu ce cycle. Et c'est pas gênant. Ensuite, vous improvisez sur le tas. Là, c'est vraiment en fait la classique scène d'exploration, c'est celle qui en général pose le moins de problèmes. Les deux situations qui posent le plus souvent problème en termes de rythme, c'est les grosses prises de décision et les combats. Et à titre personnel, celles qui me gênent le plus, ce sont les grosses prises de décision. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs pour faire en sorte que ces prises de décision soient moins longues. Ce que j'appelle une grosse prise de décision, c'est un moment où au lieu de faire ce ping-pong dont on parlait juste avant, MJ joueur, enfin MJPJ, 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 en fait vous allez à un moment donné lancer la balle aux joueurs et ils vont se la passer entre eux. C'est souvent comme ça qu'on gère ces grosses prises de décision, parce que c'est vraiment le moment où les personnages forts de certaines informations vont discuter de ce qui va se passer
ensuite. C'est même parfois et même souvent des moments où les joueurs commencent à parler au-dessus de leur personnage. Si ce ne sont pas des aficionados de roleplay, ils vont commencer à parler en tant que joueurs et de manière très stratégique, très rationnelle, très logique de ce qu'ils ont envie de faire et essayer d'imposer leur autorité dans le groupe. C'est souvent un phénomène que j'ai pu observer, en tout cas à titre personnel, là où dans des situations qui se répondent un peu plus du tac au tac, en général, les joueurs ils vont être un peu plus roleplay. Un peu comme si le fait qu'ils s'adressent à vous en tant que maître du jeu, ça faisait qu'ils interagissaient avec la fiction, mais qu'à partir du moment où ils réinteragissent entre eux, ils sont plus dans la fiction. C'est un truc que j'observe souvent et que j'apprécie pas particulièrement d'ailleurs. C'est un des trucs auxquels je réfléchis beaucoup, comment essayer de changer ça. Mais bref, ce genre de grosse prise de décision, c'est vraiment un moment où les joueurs ils interagissent en temps réel. Ils sont dans la sociabilité, ils discutent tous entre eux. Donc c'est pas forcément ennuyant, même si ça, pendant un long moment, ça peut ne faire pas avancer l'histoire. Mais il y a des joueurs qui vont adorer ces moments-là. Ça, c'est une première chose à retenir. Donc, ce que je vous dirais, c'est de ne pas essayer de leur couper la chic trop vite en disant votre conversation, on s'en fout, on passe à la suite. Essayez de faire en sorte qu'il y ait au moins un tour de table. Ensuite, pour que ça avance bien, ce genre de situation, en général, il faut que les informations soient assez claires pour tout le monde. Et ça va pas dépendre que de vous. En général, les prises de décision qui mettent 40 ans, elles ont lieu parce qu'il y a certaines personnes qui ne se souviennent pas de certaines informations, alors qu'il y en a d'autres qui ont tout noté sur un bout de papier et qui se souviennent de tout, et qui ont tout un argumentaire, et qui doivent essayer de reconvaincre tous ceux qui n'ont pas bien écouté avant de la direction qu'il faut suivre. Ça, c'est un deuxième facteur. Et en général, sur ces gros moments de prise de décision, ceux qui s'ennuient, c'est ceux qui n'ont pas toutes les informations et qui sont pas à fond dans l'intrigue. Et peut-être qu'ils sont intéressés par d'autres aspects du jeu de rôle. Et donc pour eux, ce moment va sembler très long. Moi, ce que je peux vous proposer pour essayer de faire en sorte que ce soit plus vivant, ce genre de moment, c'est déjà de faciliter la prise d'information. Si vraiment vous voyez que vos joueurs, ils prennent pas de notes, etc., faciliter cette prise de notes en mettant des documents au milieu de la table qui peuvent tous remplir de manière collaborative. Ça, c'est une chose. Plutôt que d'avoir chaque joueur qui a sa petite feuille de papier avec ses petites notes, moi j'aime bien, avec un de mes groupes qui est un petit peu plus tête en l'air, si je puis dire, c'est vraiment mettre des grosses feuilles de papier format A3 au milieu de la table où ils peuvent écrire les noms des PNJ qu'ils rencontrent et tout. Comme ça, toutes les infos sont devant eux. Et j'essaie de leur donner aussi un maximum d'outils visuels pour qu'ils comprennent bien la situation, où est-ce qu'ils sont en ce moment, où est-ce qu'ils peuvent aller, leur mettre des images des PNJ, etc. Ça, c'est beaucoup de travail que je m'impose, que vous n'êtes pas obligé de faire, mais je trouve, à titre personnel, que ça apporte une vraie plus-value sur les prises de décision, parce que les joueurs ont en permanence les informations qui vont leur permettre de prendre cette décision sous les yeux, et du coup, ils sont tous plus investis dans cette prise de décision. Là où ceux qui ont un peu plus de mal à se concentrer ou qui sont un peu moins multitâches et qui, pendant la partie, ils peuvent pas se concentrer sur ce qui est dit et en même temps prendre des notes, en même temps réfléchir à ce que va faire leur personnage, se retrouvent un peu désarmés dans ce genre de situation par rapport aux autres qui sont ultra focus, qui sont multitâches et qui ont tout bien suivi. Ce que vous pouvez faire aussi, et ce qui je pense même est peut-être même une meilleure idée que j'ai pas assez testé, c'est de procéder toujours en tour de table, même dans ces situations-là. Plutôt que de lancer la balle et de laisser les joueurs se la passer, lorsqu'il faut prendre des grosses décisions, d'abord proposer de faire un tour de table pour que chacun dise ce qu'il pense qu'on devrait faire sans que personne ne l'interrompe, avant de laisser la conversation repartir de manière plus naturelle, on va dire, avec des échanges dans tous les sens. Comme ça permet à chacun d'exprimer ses intentions, de dire, de justifier un petit peu sa position, etc. Vous, en tant que MJ, ça vous permet de comprendre ce qu'ont compris vos joueurs, chacun individuellement. Et puis ça peut éviter qu'il y ait juste, je sais pas, les deux joueurs qui ont le plus de leadership, entre guillemets, qui s'engueulent pendant que les autres, ils attendent qu'une décision soit prise, parce qu'au moins tout le monde aurait eu l'occasion de parler. Vous pouvez aussi mettre un timer, ou créer une situation d'urgence qui vient un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière pour les réveiller tous, mais c'est à manier avec des pincettes. Parce que si vos joueurs sont tout le temps dans l'urgence, ils peuvent avoir l'impression de toujours être en réaction et de ne pas pouvoir prendre de grosses décisions pour la suite. Maintenant, concernant les combats, très souvent, le problème des combats, si vous voulez mon avis, c'est que la seule question qui se pose, c'est est-ce qu'on va gagner ou est-ce qu'on va perdre ce combat? Et il y a beaucoup de systèmes de règles qui se contentent de ça. Et on jette des dés et on attend de voir qui a plus de points de vie pour savoir qui a gagné. Ça veut dire que vous avez une mécanique très granulaire qui va faire qu'il y a plein de jets de dés successifs pour répondre à une seule question qui est est-ce qu'on va gagner ce combat? Et pour moi, ça, c'est un problème parce qu'on a un seul enjeu à traiter et quasiment que avec du hasard. Pour moi, un bon combat, c'est un combat où à chaque tour, on répond à une question sur la fiction. Gagner le combat, c'est un enjeu de moyen terme. Chacun de vos tours, c'est un enjeu de court terme. Et ça, malheureusement, la plupart des systèmes traditionnels, et même la plupart de ces systèmes ne vous facilitent pas du tout la tâche. C'est pourquoi, en général, je vais privilégier d'autres systèmes, parce qu'on a trop de points de vie, parce qu'on fait appel à trop de jets de dés, et du coup, en termes d'avancée de l'histoire, c'est pas foufou. Ça peut plaire à des tacticiens, des gens qui ont réfléchi à utiliser la meilleure combinaison de capacités pour avoir le meilleur pool de dés à lancer, pour avoir ce genre de truc, mais c'est pas forcément au service de l'histoire. Et nous, on se concentre sur l'histoire. Moi, les combats que j'aime bien, c'est ceux où on a l'impression que tout le combat, c'est une histoire avec ses chapitres, etc., ses phases, etc. Et donc, c'est-à-dire que à chaque tour,
votre objectif en tant que maître de jeu, c'est de faire jouer une fois chaque joueur. Que chaque joueur puisse accomplir une action. Par contre, vous allez sortir du tour de table de gauche à droite. Vous allez faire le tour de table le plus dramatique possible. Et là, vous allez vous reposer, si vous voulez mon avis, un peu sur votre fibre cinématographique pour savoir quel est le truc le plus intéressant à ce moment-là. Et à chaque tour, vous allez ajouter une complication pour augmenter le drame de chaque action de chaque joueur. C'est un peu difficile à expliquer comme ça, c'est un peu abstrait, comme toute cette vidéo d'ailleurs. Mais je vais essayer de prendre un exemple. Donc admettons vous êtes pris en embuscade, votre but ça va être de savoir si vous arrivez à vous extirper de cette embuscade ou si vous vous faites capturer. Au premier tour, plutôt que de dire les ennemis vous attaquent et de jeter les dés, vous allez choisir un joueur. Vous allez dire toi tu es devant et tu vois un énorme tronc qui tombe et qui vous barre la route. Qu'est-ce que tu fais? Le joueur vous dit je jette un coup d'œil à gauche à droite pour essayer de voir d'où ça vient, qui a fait ça. Je lui dis tout de suite, sans même faire un jet de perception qui ralentirait cette action. Tu vois un mec dans un arbre, sûrement celui qui a déclenché le piège, qui est en train de glisser le long de l'arbre, et tu vois le reflet de sa dague au long de sa ceinture. Qu'est-ce que tu fais? Et là il fait je prends une flèche et je lui tire dessus alors qu'il glisse sur l'arbre. Boum, vous jetez les dés, vous voyez comment ça se passe. Plutôt que de prendre son voisin, vous passez au suivant, dans l'ordre de ce qui vous semble le plus intéressant. Là en l'occurrence, en tant que MJ, je suis en train d'imaginer que je réalise un film, je me dis c'est celui de derrière. Derrière il se passe un truc aussi parce qu'ils vont se faire barrer la route des deux côtés. Donc je passe au mec que je considère être derrière. Si je sais pas qui c'est, je fais qui est derrière. Il y a quelqu'un qui me dit c'est moi qui suis derrière, qui était en arrière-garde. Je lui fais ok, toi, derrière toi, t'entends 3 épées qui se dégainent. T'as des poils qui se dressent sur ton cou. Ils sont derrière toi, t'en es persuadé. Qu'est-ce que tu fais? Il va dire je sais pas, je dégaine et je mets mon bouclier pour protéger le groupe. Je lui fais tu vois les 3 gars qui commencent à marcher comme ça, à faire des petits pas sur le côté, à te jauger et à t'encercler. Et il va me dire ce qu'il fait. Tout de suite je dis les hommes te chargent dessus. Et il y a un jet de dés. Ensuite, je passe au 3e et dernier joueur, qui peut-être est celui qui est le moins bon en combat. Et je lui dis, tout se passe très vite pour toi, tu vois que machin qui était à l'avant-garde est parti à la poursuite de quelqu'un. Tu vois que derrière toi, il y a truc bidule qui retient 3 brigands. Tu te sens un peu désarmé, démuni. Ils te protègent, mais ils sont tellement focalisés sur leur tâche qu'ils n'ont pas vu le dernier brigand qui est en train de marcher lentement vers toi avec un sourire sadique et un hachoir de boucher. Qu'est-ce que tu fais? Et ensuite, tu fais des tours de table comme ça. Et dans ce genre de situation, ce que je privilégie au maximum, c'est la dynamique de la scène. Les personnages ne peuvent pas être statiques, donc je vais pas mettre d'attaque d'opportunité. Je vais pas mettre de trucs comme ça. Moi, ce qui compte avant tout, c'est l'esthétique de la scène, et qu'à chaque tour, on se pose une question de, véritablement, que fait ton personnage dans la fiction, comment il réagit exactement à ce qui lui est en train de lui arriver. Et que la question, ce soit pas vraiment combien de points de dégâts tu fais à ce tour. Parce que sinon, la question, c'est la même à chaque tour. C'est combien de points de dégâts je fais à ce tour. Combien de points de dégâts je fais à ce tour. Ça n'a rien à voir, en termes d'enjeu, avec qu'est-ce que je fais si 3 personnes essayent de m'encercler en même temps. Qu'est-ce que je fais si quelqu'un m'attrape par le cou et essaye de m'étouffer dans le coin de son coude. Qu'est-ce que je fais si je vois que mon allié, il est en train de se faire étrangler comme ça par un mec qui tient un couteau sous sa gorge. Et quand je joue comme ça, j'ai a priori même pas besoin vraiment de règles. Je peux simplement dire au joueur, en lui expliquant bien les conséquences de son prochain jet, si tu ne fais rien ou si tu rates le prochain jet de dés, il y a de bonnes chances que tu sois gravement blessé ou que tu meurs. L'enjeu, il est énorme. C'est complètement différent de tu vas prendre 26 points de dégâts. Évidemment, j'amène ça de manière crescendo, c'est-à-dire qu'il faut une succession d'échecs pour commencer à être vraiment en danger. La première fois que vous allez être frappé par quelque chose, vous allez sûrement recevoir une blessure superficielle. Ce qui est un avertissement, et en général, je dis au joueur, au moment où il prend sa première blessure, la prochaine risque d'être beaucoup plus grave. Et donc maintenant, la question qui se pose, c'est pas combien de points de dégâts je peux faire à mon voisin, c'est qu'est-ce que je fais si je sais que le prochain risque que je vais prendre risque d'être mortel. J'essaie de poser des questions à la fiction et pas aux règles du jeu, tout simplement. Donc en gros, vous l'aurez compris, quand j'essaye d'aller vite, en un tour, j'essaie de répondre à une question. Les 3 variables du rythme, selon moi, c'est la vitesse à laquelle la parole est passée entre les joueurs, le temps que prend un enjeu à être résolu. Et ce qui va affecter le temps qui est pris pour résoudre cet enjeu, c'est la vitesse à laquelle vous donnez les informations pertinentes à vos joueurs, ou le nombre d'actions, d'obstacles, d'étapes que vous mettez pour atteindre ces enjeux et donc pour obtenir la réponse à la question qui est posée dans la narration. Et j'aimerais ajouter dans cette vidéo fortement théorique un dernier truc, c'est que je pense que la variété des actions entreprises pour résoudre un enjeu a aussi un fort impact a posteriori quand on regarde la partie après et qu'on se pose la question est-ce qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant cette partie. Et le meilleur exemple, c'est le combat. Si vous faites une séance de 3 heures qui n'est qu'un combat et que vous vous adaptez pas vraiment, il y a de fortes chances qu'on vous dise à la fin il s'est pas passé grand chose aujourd'hui, on a juste fait un combat. Si durant ce combat, il y a eu des négociations, il y a eu un mec qui était au bord de la mort, vos PJ ont détruit un pont pour pouvoir mettre de la distance entre eux et leurs poursuivants. Ils se sont fait voler un objet pendant le combat et ils ont lutté pour pouvoir le récupérer. Ils ont essayé de manipuler une arme de siège pour l'orienter vers un ennemi monstrueux. Des renforts sont arrivés, un des PJ s'est retrouvé suspendu au bord d'une falaise. On a de la variété,
on a des micros-enjeux au sein du combat. Est-ce que je vais tomber dans un trou? Est-ce que je vais réussir à récupérer le MacGuffin? Est-ce que je vais réussir à redonner de l'espoir à mes troupes qui sont sur le point de s'échapper? Tout ça, ça met toute une variété qui fait qu'à la fin de la partie, on vous dira pas juste « Ah, aujourd'hui, on a juste fait un combat. » Vous voyez ce que je veux dire? On parle même pas ici d'alternance entre phases sociales, entre phases de voyage ou je sais pas quel autre truc. On parle juste du nombre de questions qui ont été posées, de leur variété et de l'intensité des situations qui ont posé ces questions. Je pense que c'est ça qui rendra votre partie mémorable. Et j'imagine qu'on peut aussi se satisfaire, mais ça, personnellement, c'est pas mon cas, et du coup, je vous attends en commentaire pour me donner des conseils là-dessus. On peut peut-être se satisfaire d'une partie qui a pris 90% du temps à décider de qu'est-ce qu'on va faire ensuite, du plan qu'on va mettre à exécution. Et personnellement, moi, c'est un aspect de jeu de rôle qui m'intéresse pas du tout. En tout cas, en tant que MJ, ça m'intéresse pas du tout. Et j'ai un indice pour ça, c'est que je pense qu'en tant que MJ, si vous êtes dans une situation où les PJ, ils ont toutes les infos et vous attendez juste qu'ils vous disent qu'est-ce qu'on fait ensuite, si ça tombe, eux, ça les éclate de réfléchir à un plan. Mais vous, potentiellement, vous ennuyez parce que vous n'êtes pas très actif. Et ça nous donne une bonne leçon, peut-être, à nous, MJ, dans des parties de jeux de rôle traditionnels, sur la situation inverse. Les séances où c'est vous, le MJ, qui parlez quasiment tout le temps et vos PJ, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire, c'est là où ils vont s'ennuyer. Les séances où ils font que jeter des jets de dégâts pour voir si finalement ils vont gagner le combat, c'est là où ils vont s'ennuyer. Parce qu'ils n'ont pas vraiment d'input, ils n'ont pas vraiment de décision à prendre, et il n'y a pas beaucoup de questions qui leur sont posées, ils attendent juste la suite. Est-ce que je vais tuer ce monstre? Est-ce que le MJ va finir par me dire qu'est-ce que tu fais? J'ai l'impression que c'est un peu la situation miroir, le truc de la prise de décision, c'est le moment où vous dites qu'est-ce que vous faites à vos joueurs et mettre 50 ans à décider de ce qu'ils vont faire. Et moi je trouve ça pas hyper intéressant. Après vous pouvez mettre du roleplay par-dessus et tout, il y a sûrement des pistes, je vous laisse me répondre en commentaire. Une autre chose sur laquelle je voulais revenir rapidement et que j'avais mentionné tout à l'heure, que j'ai failli oublier, c'est que vous n'êtes pas le seul garant du rythme de votre partie. La vitesse à laquelle le groupe dans son ensemble prend des décisions ne dépend pas nécessairement de vous. La vitesse à laquelle un joueur est capable de prendre des décisions ne dépend pas nécessairement de vous. Donc la charge du rythme de la partie ne retombe pas toujours sur vos épaules. Et d'ailleurs, un truc qu'on entend souvent et que moi-même, avec lequel j'ai beaucoup de mal, et je peux faire des feedbacks un peu négatifs là-dessus après une partie, un truc que je trouve super énervant, c'est quand t'as quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision. Il prend jamais de décision. Et donc son personnage, à chaque fois que c'est son tour, il met 50 ans à faire quelque chose. Et ça, en général, c'est soit un problème de concentration, soit un problème de compréhension de la dynamique de jeu. Et j'ai remarqué qu'il y a un truc qui permet d'accélérer les prises de décision des joueurs, et donc de passer la fameuse balle de ping-pong plus rapidement, c'est de poser des questions focalisées. C'est l'exemple que j'ai pris pendant le combat. Plutôt de dire qu'est-ce que tu fais et de laisser le joueur se poser 1 milliard de questions complètement méta parce qu'il a une vision globale du champ de bataille et qu'il dit attends je vais faire ça machin truc. Moi je suis plutôt du genre je te pose dans une situation là, et tu dois me donner une réponse. Deuxième chose, c'est moi qui contrôle la balle de ping-pong. S'il y a quelqu'un qui parle pendant très très longtemps, je peux l'interrompre. Je me laisse aussi interrompre, ça c'est une chose. Dès que quelqu'un m'interrompt, je fais « Ah, t'avais quelque chose à dire ?» Je suis à l'écoute également. J'essaie d'être à l'écoute de la table et d'une certaine manière de passer la balle. Et si ça fonctionne pas, je fais confiance à mes joueurs pour me le dire après la partie s'il y a une de mes interruptions qui ne leur a pas plu. Mais je prends en partie cette responsabilité. Et le troisième truc, qui change pas mal la dynamique aussi du jeu, je pense, c'est de partir du principe que vous interdisez, vous n'autorisez pas en tant que MJ. C'est-à-dire que quand vous demandez à un joueur qu'est-ce que tu fais et qui vous dit est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire machin, est-ce que j'ai cette information et comment ça va faire si ça fait truc bidule machin chouette. Moi je lui dis dis-moi juste ce que tu vas faire et si c'est dangereux je te le dirai et si c'est impossible je te le dirai. Mais me demande pas à chaque fois si c'est impossible, à chaque fois si c'est dangereux, à chaque fois si machin. Éventuellement parfois je peux oublier de dire à quelqu'un que parce que je suis persuadé que le bon sens dirait que l'action qu'il va entreprendre est dangereuse. Et donc je ne lui dis pas et il fait l'action et j'ai oublié de lui dire parce que pour moi c'était évident et du coup il fait attends mais moi je m'attendais pas à ce qu'il se passe ça et dans ces cas-là je suis prêt à corriger le tir. On peut revenir en arrière éventuellement, c'est pas gênant mais je préfère que le joueur il soit toujours dans la proposition plutôt que dans le questionnement. Questionner le MJ et savoir si telle chose ou telle chose est possible. C'est souvent un comportement que je vois chez des nouveaux joueurs, notamment quand ils arrivent dans un groupe de joueurs qui sont un peu plus à l'aise. Ils se demandent s'ils vont faire des bêtises, etc. Ils demandent beaucoup l'autorisation et j'essaye assez rapidement de leur dire « me demande pas l'autorisation. Dis-moi ce que tu fais. Dis-moi ce que ton personnage fait là maintenant. Et puis je te dirai si c'est impossible. Si tu me dis que tu veux sauter jusqu'à la lune, me demande pas si tu peux sauter jusqu'à la lune. Dis que tu sautes jusqu'à la lune et je te dirai que tu ne peux pas sauter jusqu'à la lune. » Vous voyez ce que je veux dire ? Ça accélère beaucoup les choses et ça permet
à mon avis, d'accélérer le rythme. Et ça dépend de vos joueurs ici, en l'occurrence. Ça dépend pas nécessairement de vous. Alors vous pouvez leur donner le conseil de faire ça. Mais ensuite, c'est de leur responsabilité. Ce n'est pas vous qui portez la responsabilité. Et ça, c'est une chose que je tenais vraiment à préciser. Le rythme, ça ne dépend pas que vous en tant que maître du jeu. Et peut-être même que vous pouvez parfois vous trouvez dans un groupe qui aime un rythme lent que vous n'appréciez pas, ou vous vous trouvez dans un groupe qui apprécie un rythme plus rapide, à l'unanimité, enfin en dehors de vous, et que vous n'appréciez pas. Et encore une fois, là, il va s'agir de trouver d'autres groupes où vous êtes plus à l'aise avec la vitesse à laquelle la narration avance et avec la vitesse à laquelle on peut discuter. Sur ce, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que c'était pas trop théorique, pas trop chiant. Dites-moi si vous êtes arrivé au bout. J'essaierai de bien chapitrer ça, tout ça. Je vous souhaite une excellente journée, de bonnes parties de jeux de rôle. Je vous invite évidemment à liker, à vous abonner, à venir sur le Discord, à être présent lors des futurs sondages et à poser vos questions pour proposer des sujets de vidéos. C'est ça qui fait le plaisir. Bye bye.